Plus de 130 établissements scolaires hors normes recensés au Burkina Faso. C'est le résultat du dernier contrôle effectué par le ministère en charge de l'Éducation nationale. Le sort de ces établissements et le message aux parents d'élèves à découvrir dans quelques instants. Dans l'actualité également, c'est une bonne nouvelle pour les acteurs du transit sur le corridor Togo-Burkina Faso. La garantie unique sur ce corridor entre en vigueur le 1er octobre prochain. Quels en sont les avantages? Réponse à suivre dans quelques minutes. De la tchéké made in Burkina Faso, vous en avez certainement dans vos plats. Ce produit alimentaire est l'œuvre de femmes réunies en coopérative et installées à travers le pays. Dans le dossier de ce 21, nous ferons un zoom sur l'unité de transformation du manioc à Pabré. Et puis l'actualité sur la santé en Afrique, la poliomyélite est éradiquée sur le continent. La déclaration est officiellement faite par l'Organisation mondiale de la santé qui appelle tout de même à la vigilance. Des détails sur cette bonne nouvelle à suivre en fin de journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. 134 établissements scolaires privés seront fermés au titre de l'année scolaire 2020-2021. Ces établissements ne respectent pas les cahiers de charges conclus avec le ministère de l'Éducation nationale. Une raison valable pour le gouvernement d'attirer l'attention des parents d'élèves sur la prolifération des établissements hors normes. Souleymane Sanou et Sekou Zongo. Deux questions essentielles du système éducatif burkinabé abordées à cette conférence de presse. Les contrôles des élèves affectés dans les établissements privés et les écoles et établissements non reconnus. Des contrôles qui révèlent des irrégularités selon le chef du département en charge de l'éducation nationale, pour qui l'État ne saurait être complice du saccage du système éducatif national. Et pour cela, pour le compte de l'année scolaire 2020-2021, 134 établissements seront fermés pour non-respect du cahier de charges. Ces 134-là, qui sont soit dans des bas-fonds, en face d'un cimetière, dans un débit de boissons, c'est des établissements qui n'ont aucun document de fonctionnement. Et donc, nous veillons à ce que ces établissements-là soient fermés et que ces établissements restent fermés. Il y a d'autres qui ont eu des autorisations de création, mais qui n'arrivent pas à avoir des autorisations d'ouverture parce que, justement, un certain nombre de critères ne sont pas réunis. Donc, ces établissements-là, sachant qu'elles ne peuvent pas réunir ces conditions, soit de superficie ou autre, avec l'autorisation de création, elles se cachent pour ouvrir. On va aussi en contrôle et puis on vous dit vous fermez. Et conscient que les établissements privés accompagnent l'État dans l'atteinte de ses objectifs, une dérogation spéciale d'une année est faite à ceux présentant des atouts pour l'amélioration du système éducatif. Ces structures présentent un certain nombre d'atouts. C'est-à-dire les infrastructures sont vraiment adaptées, sont adéquates, les superficies sont suffisantes et le cadre scolaire est approprié. Ainsi que donc le personnel d'encadrement et d'enseignement et qui est vraiment du niveau souhaité par les textes en vigueur. Donc il leur manque juste l'autorisation d'ouverture, mais comme ils remplissent toutes les conditions de qualité et qu'ils ont une autorisation de création, nous les accompagnerons pour l'année scolaire 2020-2021 afin qu'ils aient leurs autorisations d'ouverture. Sinon, donc, ces établissements seront appelés à fermer. Ce n'est pas tout, informe Stanislas Ouaro. Les établissements privés qui ne déclarent pas les absences des élèves qui y sont affectés seront sommés de retirer leurs factures. L'État vous décide de vous orienter là, vous, ça ne vous intéresse pas, vous allez ailleurs. Ça, c'est votre droit. Et vous êtes libre de le faire. Ce que nous demandons aux promoteurs privés, c'est de ne pas comptabiliser ces élèves-là dans le nombre d'élèves que nous avons affectés lors du paiement des frais des élèves affectés. Le secteur privé est un partenaire privilégié de l'État burkinabé en matière d'éducation, selon le ministre Ouaro. Cependant, cela doit se faire dans un strict respect de la réglementation en vigueur, ceci dans le souci de faire de l'éducation la pierre angulaire du développement du Burkina Faso. Il appelle par conséquent les parents d'élèves à plus de vigilance et à prendre connaissance de la liste des écoles et établissements scolaires en règle sur le site du ministère. En attendant, des enseignants sont à l'école des droits et devoirs de l'enfant au niveau national et international. La formation dont ils bénéficient porte sur le statut de l'enfant, celui de l'élève et les instruments juridiques qui protègent les droits de l'enfant. Et cette formation est une initiative de l'association Action solidaire pour le développement. Amadou Ilboudo et M. Solange Adjigma.
Il s'agit d'une formation qui fait suite à une série de formations sur les fondements de la réforme du système éducatif du Burkina et les innovations pédagogiques pour une éducation inclusive de qualité pour tous. Initiée par l'association Action solidaire pour le développement, ASDB, la présente session est focalisée sur les droits et devoirs des enfants à l'école. C'était nécessaire que nous puissions nous retrouver avec une trentaine d'enseignants pilotes pour d'abord échanger, comprendre le concept même des droits des enfants et des devoirs des enfants, et puis essayer de nous concerter pour définir une stratégie qui va nous permettre de vulgariser la connaissance de ces droits-là au niveau des écoles et au niveau des familles, pour que demain, les enfants qui vont être formés puissent être des enfants capables d'être des acteurs de changement dans notre société. Cette formation des enseignants et gestionnaires du système éducatif issus des circonscriptions d'éducation de base de Ouagadougou et de Dori est soutenue par l'ONG Children Believe. Nous parlons à présent de planification familiale. La conduite de cette politique qui vise la maîtrise de la démographie nécessite encore plus de financement. Le Burkina Faso veut compter sur la mobilisation des ressources en interne en faveur de la planification familiale. Sur le sujet, les acteurs du domaine sont en concertation à l'initiative du Fonds des Nations Unies pour la population. Salifou Belem et Solange Djigma. Financé par le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA, cet atelier vise à mobiliser les ressources domestiques en faveur de la planification familiale. Il va consister à identifier les activités de plaidoyer à mettre en œuvre dans le pays pour la sécurisation et l'alimentation de la ligne budgétaire pour l'achat des produits contraceptifs et aussi à orienter les acteurs nationaux sur ce que c'est que la planification familiale et le retour sur investissement. Pourquoi le gouvernement devrait investir sur la planification familiale? Le ministère de la Santé y voit une opportunité pour engager les acteurs dans la mobilisation des ressources en vue d'une disponibilisation des produits contraceptifs sur toute l'étendue du territoire. En termes de financement, il y a déjà que l'État fait pas mal d'efforts, mais également les partenaires. Mais nous voulons avec cet atelier orienter l'ensemble des acteurs et les inviter encore à faire plus d'efforts en faveur de la planification familiale, de telle sorte qu'effectivement tout ce qui est produit contraceptif soit disponible aux endroits les plus reculés de notre pays. Les participants sont également appelés à élaborer un plan d'action avec un chronogramme et les responsabilités et à définir un mécanisme pour le suivi et l'évaluation de l'utilisation des ressources domestiques pour l'achat des produits de contraception. Et c'est évident, la maîtrise de la population peut impacter positivement l'exécution des programmes de développement. Mais ces programmes de développement passent d'abord par l'étape de la planification. Ce système est renforcé par la loi portant pilotage et gestion du développement au Burkina. Une campagne de vulgarisation de la dite loi est organisée dans la région du centre. Jean-Eudes Bayala, Amadou Marcel Tou. Mieux coordonner les actions de développement. Un souci du gouvernement burkinabé. C'est dans ce cadre que la loi 034-2018-AN du 27 juillet 2018 a été adoptée. L'application de cette loi devrait contribuer à accroître l'impact de la mise en œuvre des politiques de développement, inscrire la planification sur le long terme et assurer une meilleure articulation des instruments de planification. Depuis un certain temps, il y a des référentiels nationaux de développement qui ont été exécutés, à savoir donc le cadre statut de lutte contre la pauvreté et actuellement le plan national de développement pour développement économique et social qui est en cours. Le gouvernement a constaté que après donc des études commanditées que il y a des incohérences donc dans l'exécution ou dans l'élaboration des différents plans de développement. Et surtout qu'au niveau des collectivités territoriales, les plans locaux de développement, on a vu qu'il y a une insuffisance dans l'alignement sur donc
les référentiels nationaux. Donc je crois que cette loi viendra combler à cela et de sorte que tout le monde soit invité à se baser, en tout cas sur cette loi, dans l'élaboration de leur politique de développement. L'objectif de cette campagne est de mieux faire connaître la loi portant pilotage et gestion du développement. Ceci en vue de son appropriation par l'ensemble des acteurs du développement du Burkina Faso. Je vous invite à présent à découvrir le Fonds burkinabé de développement économique et social. Il existe depuis 2017, mais reste méconnu du grand public. Et pour changer la donne, une campagne de communication est initiée dans 5 régions du Burkina Faso. Le lancement de la dite campagne est intervenu lundi dernier à Banfoura dans les Cascades. Kassou Milogo, Siriki Milogo et Karim Sissi. www.fbds.bf, c'est le site d'accès au programme financé par le Fonds burkinabé de développement économique et social. Ici à Banfoura, les responsables de ce fonds portent à la connaissance de la population ces 2 programmes, à savoir Burkina Startup et Agrinova. Le programme Agrinova concerne le domaine de la transformation agro-silo-pastorale et le programme Burkina Startup, qui est un programme qui finance les projets innovants des jeunes. Et quand on regarde dans la plateforme de ceux qui ont postulé pour ces 2 programmes, la majorité viennent des grandes villes comme Ouagadougou, Bobo, mais les autres régions ne sont pas vraiment l'engouement autour de ces programmes-là. Nous estimons que ces 2 programmes présidentiels sont destinés à tous les jeunes du Burkina et à toutes les femmes du Burkina Faso. Dotés respectivement des montants de 10 et 20 milliards de francs CFA, Burkina Startup et Agrinova ambition à l'horizon 2021 la création de 10 000 emplois, 500 entreprises et 2 incubateurs. Nous avons un cabinet qui nous a accompagnés dans la mobilisation. Nous comptons également sur ce cabinet pour en tout cas encadrer le groupement et encadrer également les jeunes qui veulent postuler à ces programmes-là. Parce que nous estimons que s'ils n'ont pas l'information et s'ils ne sont pas formés en ce qui concerne ces programmes, ce serait difficile qu'ils postulent. Les régions du sud-ouest, de la boucle de Mouhoun, du centre-ouest, des hauts bassins, des cascades sont concernées par ces campagnes de sensibilisation et de communication. La finalité étant l'appropriation de ce fonds par les populations. Cet autre fonds semble être bien connu des populations. Nous parlons du fonds d'appui aux activités rémunératrices des femmes qui a fait plus de 7 000 bénéficiaires dans la seule région de l'Est. Le montant des crédits alloués à ces femmes s'élève à 886 millions de francs CFA selon le bilan qui a été fait hier à Fada. Bilan fait par la structure nationale chargée d'octroyer des crédits pour l'autonomisation financière des femmes au Burkina. Amidou Lankwande et Rasmata Ouedraogo. Comment se portent les femmes quant à leur autonomisation économique à l'Est en cette année 2020? Les données affichent 866 millions de crédits octroyés à plus de 7 000 bénéficiaires et le Fonds d'appui aux activités rémunératrices des femmes FARF se réjouit de ces acquis engrangés. D'où la tenue de cet atelier bilan à mi-parcours pour répondre davantage aux besoins d'autonomisation financière de la gente féminine. Nous sommes déjà à 10 milliards de fonds octroyés à plus de 86 000 femmes sur tout le territoire. À l'Est ici, nous avons déjà plus de 7 000 femmes pour participer vraiment à leur autonomisation et répondre à leurs besoins en termes d'accès, faciliter l'accès au crédit. Et qui parle de crédit, parle de remboursement. Et en termes de remboursement, dans la région de l'Est, nous avons déjà 686 millions de fonds remboursés par les femmes. Promouvoir l'accès des femmes au crédit, telle est la mission du FARF. Toute chose qui impacte la vie des bénéficiaires. Avant la venue du FARF, les femmes vivaient dans les difficultés, puisqu'elles avaient des activités, mais comment faire pour pouvoir mener ces activités? Et actuellement, on peut dire qu'il y a d'autres qui sont indépendantes grâce au FARF. Créé en 1990, le FARF a introduit courant mars 2020 beaucoup d'innovations, notamment sur ses procédures d'octroi de crédit, et ce pour le bien-être des femmes.
Dans l'actualité également, les organisations de la société civile de Dori prennent connaissance des conclusions de la conférence sur la redevabilité sociale au Burkina Faso. L'exercice est assuré par le Conseil national des organisations de la société civile. C'est également un cadre pour rappeler aux OSC leur rôle de veille citoyenne pour la bonne gouvernance au Burkina Faso. Albert Nebier et Lazare Sano. Des organisations de la société civile, des services techniques déconcentrés et collectivités territoriales qui prennent connaissance des conclusions de la deuxième conférence nationale sur la redevabilité sociale au Burkina Faso. Au plan national, plusieurs recommandations ont été formulées pour instaurer la promotion de la bonne gouvernance. L'une des premières préoccupations est de pérenniser ces genres d'activités, de pérenniser ces genres de rencontres pour permettre à la base de se rendre compte que les citoyens attendent de leurs dirigeants une certaine redevabilité de leurs fonctions et aussi de leur mission. Et la société civile est cette interface-là qui permet de façon organisée, c'est-à-dire on organise le citoyen à venir vers l'autorité pour permettre dans un climat apaisé de rendre compte des effets et des résultats que les dirigeants ont eu à mettre en place. Dans les actions de veille quotidienne, les organisations de la société civile ont contribué à trouver solution à certaines difficultés au Sahel. Je me félicite d'avoir dans cette région du Sahel les OSC les plus intelligentes qu'on puisse souhaiter. Beaucoup de nos problèmes ont été résolus comme ça, dans le silence. Et je me félicite de cela parce que généralement le bruit dans nos régions où nous avons déjà beaucoup de soucis de cohésion, de mise en commun des efforts, beaucoup de bruit n'arrange pas toujours les choses. Les participants ont eu droit à une présentation sur le processus de sélection des bonnes pratiques en matière de bonne gouvernance et de redevabilité. Autre titre de l'actualité avec cette bonne nouvelle qui s'annonce pour les acteurs du transit intervenant entre le Togo et le Burkina Faso. La garantie unique sur le corridor des deux pays entre en vigueur le 1er octobre prochain. La garantie unique sur le corridor Togo-Burkina offre des avantages pour l'émergence du commerce transfrontalier selon la présentation faite hier à Bobo Dioulasso, Drissa Traoré et Karim Sissi. La garantie unique sur le corridor Togo-Burkina Faso entre en vigueur à partir du 1er octobre 2020. Un mécanisme qui implique désormais un certain nombre de changements dans le traitement des dossiers de transit. Et cette rencontre de sensibilisation organisée par la Chambre de commerce est de porter l'information aux acteurs de la chaîne douanière de la capitale économique du Burkina. Il s'agit donc pour nous d'informer et de sensibiliser tous ceux qui sont impliqués afin qu'ils soient informés et d'éviter donc des surprises désagréables. Surtout que les frais maintenant, la cotisation doit être payée au départ à partir de Lomé. Il va y avoir un changement dans les comportements, les habitudes et il est très bien que les acteurs soient informés dès maintenant afin qu'ils se préparent en conséquence. La garantie unique, selon les conférenciers, présente plusieurs avantages. Des avantages qui facilitent le commerce transfrontalier. L'avantage de cette garantie unique, c'est qu'on ne reprend plus les formalités en frontière. Une fois qu'on a quitté le port de Lomé pour ce qui concerne Lomé, et la formalité est effectuée une fois pour toutes, et ensuite le paiement est effectué une fois pour toutes jusqu'à destination. L'opérationnalité de ce mécanisme est possible grâce à l'effectivité de l'interconnexion du système informatique entre le Togo et le Burkina Faso. Venons-en au dossier de ce 20h, de la tchéké 100% burkinabé, c'est-à-dire fait à base de manioc cultivé et transformé au Burkina Faso. Ce produit alimentaire vous est proposé par des femmes regroupées au sein de l'Union nationale des transformatrices du manioc. Hier, l'unité de transformation de Pabré a reçu la visite du Conseil régional du Centre. Amadou Ilboudo et Vincent Tchenerbugo. Nanalim, une unité de transformation de manioc installée à Pabré. Aujourd'hui, l'unité de production tourne à plein régime. Sabine Zumbara est la patronne des lieux. On est rentré de la Côte d'Ivoire lors des événements douloureux et arrivé ici, on s'est constitué en association. Et comme nous, on connaît la transformation du manioc, en 2004, on a initié la transformation du manioc.
de la production d'Atiké Frères, Sabine et ses collaboratrices innovent. Et en 2005, j'ai pu, par la grâce de Dieu, innover l'Atiké à base de la pâte fermentée du manioc. Et ça nous a permis de faire la conservation des tubercules. Et à partir de 2008, j'ai commencé à expérimenter l'Atiké déshydraté. C'est cette innovation qui m'a amené à mettre en place cette usine. La matière première ici, c'est la pâte fermentée de manioc dont j'ai parlé, que nous prenons à partir de Orodara, Banfora, voilà, un peu partout. Donc tout est pris au niveau local? Au Burkina. Délayage, tamisage, étuvage et conditionnement, et de l'Atiké séché sort de l'usine pour de nombreux clients à travers le pays. Nos différents clients, c'est les restauratrices universitaires, c'est les restaurants de rue, c'est les hôtels, c'est les alimentations qu'on dépose, c'est les boutiques. Et on vient de livrer 36 tonnes au MENA. Et on est en train de préparer une autre commande pour la mairie de Kindi, pour les cantines scolaires. Pour une production à grande quantité, une union nationale des transformatrices du manioc est mise en place et plusieurs unités installées. Ici, un grand investissement est fait dans l'équipement grâce à des partenaires financiers. Aujourd'hui, une autorité rend visite à l'unité de Pabré. Il s'agit du président du conseil régional du centre, Éric Thiam-Touré, qui vient encourager les femmes qui mènent cette activité. Tenez-vous bien, 36 tonnes de produits à base de manioc qu'elles ont pu livrer au MENA, 19 tonnes à une collectivité. Je crois qu'elles méritent d'être accompagnées. Alors nous sommes là aujourd'hui pour cet accompagnement. La visite du président du conseil régional vise un objectif, contribuer à la visibilité de cette activité économique des femmes. En partant, Éric Thiam-Touré promet d'engager le conseil régional du centre dans un partenariat avec ses productrices de l'Atiké à travers une signature de convention. Un mot sur l'activité de pisciculture. Loin de la mer et des eaux de pêche, des Burkinabés développent des initiatives pour la production de poissons. En 2019, le Burkina a produit plus de 28 000 tonnes de poissons. Au nom des producteurs piscicoles, M. Frédéric Assomption Korsaga, que nous suivons dans ce téléma signé Alidou Batini, Ernest Kambiré et Vincent Tchendrebego. C'est ici, sur les rives du barrage Nabazanga de Koubri, dans la banlieue sud de la capitale Ouagadougou, que l'ambassadeur Frédéric Assomption Korsaga passe désormais l'essentiel de son temps. Loin des enclaves diplomatiques et autres salles feutrées, c'est au bord de ce cours d'eau qu'il s'est installé sur une exploitation de 4 hectares peu ordinaire. Et c'est surtout avec beaucoup d'enthousiasme et de passion qu'il tient cette ferme aquacole sur moins d'un demi-hectare. Là, vous avez actuellement près de 500 carpes qui seront en âge de vente après 6 mois. Donc, tous les matins, nous les nourrissons. Mais comment l'idée de développer des activités piscicoles à la retraite est née pour ce diplomate, plusieurs fois ministre et commissaire chargé des politiques économiques à l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, pendant 10 ans. L'idée est née lorsque j'étais ambassadeur à Bruxelles, où j'étais souvent invité à présider des rencontres sur l'agriculture et l'élevage. Et c'est là que j'ai constaté qu'au cours de ces grandes rencontres, l'idée qui est ressortie, c'est que l'élevage du tilapia est rentable. Aujourd'hui, et après un investissement de plus de 10 millions de francs CFA pour la construction et l'équipement de 6 bassins, d'un aire de repos et d'un forage à haut débit, l'ambassadeur Frédéric Assomption Korsaga a pu transformer en profondeur sa ferme après avoir mieux fait connaissance avec la filière dès les premiers moments de sa retraite.
Voilà, vous pourrez suivre l'intégralité de ce reportage tout à l'heure à 21h dans votre émission de développement rural à plein champ dans une présentation de Ernest Kambiri. Autre point de l'actualité ce soir, les conditions matérielles connaîtront une amélioration au niveau des centres de santé de 26 communes burkinabè. Elles reçoivent du matériel et des équipements biomédicaux offerts par la République fédérale d'Allemagne. Les communes bénéficiaires sont des régions de l'Est, du Sud-Ouest et du Centre-Nord. Adama Giti et Maïmouna Traouri. Un lot d'équipements et de matériels biomédicaux au profit de 26 communes des régions de l'Est, du Sud-Ouest et du Centre-Nord. C'est un don de la République fédérale d'Allemagne qui entend ainsi aider le Burkina Faso à lutter efficacement contre la pandémie du Covid-19. Sa valeur est estimée à 455 millions de francs CFA. C'est dans les moments difficiles, les vrais amis se montrent et on reste à côté de nos amis burkinabés dans la bataille contre cette pandémie. Et c'est pour ça que l'Allemagne avait déjà investi jusqu'au moment 13 millions d'euros dans le plan de riposte burkinabé pour aider le gouvernement burkinabé et son peuple à combattre cette pandémie. En plus de l'accompagnement qui est apporté dans le cadre de la décentralisation, en tout cas aux communes de ces régions, la République fédérale d'Allemagne a fait de la lutte contre la Covid-19 son cheval de bataille dans notre pays. Pour le représentant des bénéficiaires, ce lot d'équipements et de matériels biomédicaux vient renforcer le dispositif sanitaire de ces régions. Nous voulons les rassurer en tout cas que ce matériel sanitaire et médical va connaître un très bon usage parce que ça va aller tout de suite en direction des communes et là où le programme s'exerce. Outre ce don, la coopération allemande prévoit la formation de 780 agents de santé de ces 3 régions. Elle entend également participer à la sensibilisation des populations par la diffusion de spots radiophoniques sur le Covid-19 en langue nationale. Voilà donc un geste parmi tant d'autres qui méritent bien la reconnaissance de la nation burkinabè. Justement, dans le domaine de la santé, 3 partenaires du Burkina Faso reçoivent des distinctions honorifiques de la part du gouvernement. Ces partenaires ont beaucoup contribué à la mise en œuvre des programmes de santé au Burkina Faso. Le compte-rendu de la décoration avec Daouda Ouattara et Sekou Zongo. Par cet acte, le chef du département de la santé traduit la reconnaissance de la nation burkinabè à ces hommes identifiés comme des partenaires de mise en œuvre des programmes de santé au Burkina Faso. Dr Jean Bernatas, Dr Ryan Novak et Flavien Ake ont tous contribué à la mobilisation des ressources financières, à l'amélioration de l'état nutritionnel des femmes et des enfants, à la mise à disponibilité des soins et des services de santé. Autant d'actions qui ont contribué à booster le système de santé, qui ont contribué à améliorer la qualité des services de santé, qui ont continué à améliorer les effets attendus des services de santé aux populations. Pour tous ces apports au système de santé du Burkina, ces 3 partenaires reçoivent chacun la médaille de l'ordre de mérite de la santé et de l'action sociale. Une reconnaissance considérée comme une invite à mieux faire. C'est avec humilité que nous recevons cette distinction de la nation burkinabé et qui nous donne envie de continuer davantage. Très sincèrement, quand nous travaillions, nous ne nous attendions pas forcément à avoir des honneurs ou une distinction par la médaille. En tant qu'acteur ici, de partenaire au développement, on ne peut pas attendre mieux ni plus que d'être reconnu par celui pour lequel on travaille et par les bénéficiaires des efforts qu'on déploie sur le terrain. Ces récipiendaires doivent être des modèles pour tous les travailleurs burkinabè, selon le ministre de la Santé. Et en recevant ces distinctions honorifiques, ces acteurs de la santé s'engagent à poursuivre l'œuvre entamée. À l'international, nous parlons toujours de santé, mais au niveau africain, la poliomyélite est désormais éradiquée en Afrique. C'est une déclaration officielle de l'Organisation mondiale de la santé. Malgré cette éradication, la vigilance doit être de mise pour éviter le retour de la polio sur le continent. C'est un soulagement pour l'Afrique. La polio, maladie qui touche principalement les enfants, est officiellement éradiquée du continent, a affirmé ce mardi l'Organisation mondiale de la santé.
Il s'agit du deuxième virus à être éradiqué d'Afrique après la variole il y a 40 ans, s'est réjouie la directrice régionale de l'OMS. Ce succès intervient après une intense campagne de vaccination et d'efforts financiers consentis ces dernières années. Les médecins crient victoire contre la polio 4 ans après l'apparition des derniers cas dans le nord-est du Nigeria, où la vaccination avait été freinée par les violences interethniques et la défiance de certaines communautés vis-à-vis des vaccins. Si la maladie est éradiquée d'Afrique, elle peut ressurgir à tout moment, prévient ce coordinateur de l'OMS au Nigeria. Nous devons maintenir le rythme de vaccination, dit-il, et empêcher les importations du virus de la polio qui circule toujours activement en Afghanistan et au Pakistan. Si nous ne redoublons pas d'efforts, nous reviendrons à la case départ. Maladie infectieuse aiguë provoquée par le poliovirus sauvage, la poliomyélite s'attaque à la moelle épinière et peut provoquer une paralysie irréversible. Elle était présente partout dans le monde jusqu'à la découverte d'un vaccin dans les années 50, auquel ont eu principalement accès les pays développés. L'Asie et l'Afrique sont restés longtemps d'importants foyers infectieux. C'est la fin de ce 20h. Merci à vous qui l'avez suivi. Le prochain rendez-vous de l'actualité sur nos antennes, c'est à 23h avec Ismaël Latiloma Sirima. Merci de votre fidélité à la RTV et à très bientôt.